Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, mensonges, trahison et meurtre en famille. Pour ce podcast inédit, nous traversons l'Atlantique, direction le Texas. Le 10 décembre. Tout commence à Sugar Land, au Texas, au sud des États-Unis. Une ville de 100 000 habitants, située à une trentaine de kilomètres de Houston. Sugar Land est un endroit magnifique qui a su se renouveler tout en gardant son charme de petite ville. Sugar Land a une démographie assez diverse. C'est une communauté très calme, une banlieue dortoir comme disent certains. C'est tout simplement l'une des villes les plus sûres du pays. Pourtant, le 10 décembre 2003, alors que tout le monde attend avec impatience les fêtes de Noël, l'impensable se produit. Urgence de Sugarland, j'écoute. Je viens de me faire tirer dessus, Monsieur, où avez-vous été touché, monsieur? dans le bras. D'accord. Qui vous a tiré dessus? Je sais pas, il a aussi tiré sur mes parents et mon frère. Voiture 1, nous avons un blessé par balle. Peut-être même toute une famille. Quand le sergent Slott reçoit cet appel, il est stupéfait. Une telle fusillade dans une banlieue si calme, c'était plus qu'inhabituel. Il se rend tout de suite au domicile de la famille Whitaker. Quand il arrive, il y a déjà foule. Les voisins, alertés par les coups de fusil, se pressent devant la maison. Quand je suis arrivé dans le quartier de Sugar Lakes, j'ai dû me garer à 2 pâtés de maison des lieux du crime. Tous les habitants étaient devant chez eux pour tenter d'apercevoir quelque chose. Je me suis frayé un chemin et j'ai poussé la porte d'entrée. Malheureusement, j'ai tout de suite découvert le corps sans vie de Kevin Whitaker. Kevin Whitaker a 19 ans. C'est le fils de Tricia et Kent Whitaker. Sa mère, Tricia Whitaker, était allongée près de lui. Elle a également été touchée, mais elle respire encore. Alors elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Resté sur place, le sergent Slott découvre 2 autres victimes. Kent Whitaker, le mari de Tricia, et Bart, leur fils aîné. C'est lui qui a appelé les secours. Kent et Bart étaient tous deux blessés au bras. Leur jour n'était pas en danger. Nous avons donc commencé par les interroger. Kent Whitaker m'a expliqué qu'ils étaient sortis dîner en famille. Ils fêtaient le diplôme universitaire de Bart. Pour le féliciter, ses parents lui avaient offert un beau cadeau, une très jolie montre suisse. Puis ils avaient profité du dîner, bu quelques verres, et ils étaient rentrés à la maison. C'est à ce moment-là que tout aurait basculé. Kevin pousse en premier la porte d'entrée. Il entre et il est touché par la première balle. Tricia, qui était juste derrière lui, va être touchée par le second tir. Kent entend les tirs. Il entre, voit sa femme et son fils allongés, et un homme armé portant un masque de ski. L'homme tire et Kent s'écroule. Bart, qui était encore dans la voiture quand il a entendu les coups de feu, court vers la porte. Il tente de maîtriser le suspect, qui lui tire également dans le bras et s'enfuit par derrière. Blessé, Bart parvient quand même à appeler les secours. Qui vous a tiré dessus? Je sais pas. D'accord. Avec qui étiez-vous? On était en train de rentrer. Il y a mon frère et mes parents. Vous pensez qu'il s'agit d'un cambriolage? Quelqu'un pourrait vous en vouloir? Non. Oh, je sais pas. Combien de balles a-t-il tiré, Bart? Je sais pas. Selon les premiers témoignages de Bart et de son père, les enquêteurs pensent avoir affaire à un cambriolage qui a mal tourné.
La famille aurait surpris l'homme en rentrant chez elle. Il aurait tiré pour les neutraliser et pouvoir s'échapper. Pour vérifier cette hypothèse, les enquêteurs appellent la police scientifique et commencent à inspecter les lieux. Quand je suis arrivé, il y avait sur le sol un pistolet qu'on soupçonnait être l'arme du crime. Dans la chambre des parents, ils découvrent un coffre-fort ouvert. Il a apparemment été forcé. Les collègues de la scientifique ont retrouvé des écailles de peinture bleue issues du coffre un peu partout. A priori, elles provenaient de l'outil utilisé par le suspect pour le forcer. Ils ont ensuite passé un long moment à photographier la scène de crime et à chercher des empreintes et des traces d'ADN. Ils ont prélevé des échantillons de sang, les douilles, l'arme et les vêtements des victimes. C'est souvent le meilleur moyen de retrouver l'ADN du coupable qui peut avoir touché ces objets. Pour ne rien laisser au hasard, une brigade canine est dépêchée sur place. Ils peuvent traquer une odeur humaine, mais aussi suivre la piste d'un objet. Certains peuvent par exemple sentir les armes à feu. Chaque objet laisse une trace unique, une piste qu'un chien bien entraîné peut suivre très longtemps. Alors qu'ils sont en train de passer la maison au peigne fin, les enquêteurs apprennent une terrible nouvelle. Tricia Whitaker vient de succomber à ses blessures. Pour leurs voisins et amis, c'est le choc. Les Whitaker étaient des gens très appréciés. C'était donc une nouvelle particulièrement choquante. Et les voisins craignaient qu'une bande de cambrioleurs sans pitié ne sévisse en ville. Toute la communauté de Sugarland a été très touchée par ce drame. Pour les détectives, ces deux décès changent la donne, car il s'agit maintenant d'un double homicide. Alors que le sergent Beau poursuit ses investigations dans la chambre des parents, l'hypothèse du cambriolage lui semble de plus en plus fragile. Les tiroirs sont ouverts, mais on croirait voir une mise en scène, car ils sont tous ouverts au même niveau. Dans la plupart des cambriolages, les tiroirs sont complètement arrachés, leur contenu éparpillé au sol et le matelas jeté loin du sommier. Mais pas ici. Il y avait des bijoux précieux, des appareils électroniques de valeur, mais rien n'avait disparu. Plus étrange encore, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace d'effraction. Aucune fenêtre forcée, aucun vasistas cassé, rien du tout. Impossible de comprendre comment le suspect est entré. En outre, les Whitaker avaient un système d'alarme qui ne s'est pas déclenché. Autre élément troublant, le comportement du tireur lui aussi paraît suspect. Le fait que ce cambrioleur, entre guillemets, ait froidement exécuté 2 personnes à bout portant me laisse penser qu'il n'était sans doute pas venu voler quoi que ce soit. S'agissait-il vraiment d'un cambriolage? Qui était la vraie cible de l'attaque? Cela ressemble au travail d'un tueur à gages. Et si cette fusillade n'était pas un hasard? Quelqu'un avait-il des raisons d'en vouloir au Whitaker? L'enquête change de direction. Pour les détectives, l'auteur des tirs est peut-être à chercher parmi les proches de la famille. Ils décident d'assister à l'enterrement de Tricia et de son fils Kevin. Et ils ne viennent pas seuls. J'ai assisté à l'enterrement de Kevin et Patricia. Nous avions des hommes aux 4 coins de l'église. Les enquêteurs assistent fréquemment aux funérailles des victimes d'homicides. En effet, il existe une grande probabilité que l'assassin se trouve dans l'assemblée, qui semble excessivement en colère, qui va parler à la famille, les embrasser, ou au contraire faire acte de présence avant de s'éclipser discrètement. Dans ce genre de moment, il faut être observateur et glaner toutes les informations que l'on peut trouver sur place. Et en effet, au cours de la cérémonie, les enquêteurs en apprennent un peu plus sur la famille Whitaker. Kent Whitaker était un homme d'affaires respecté qui dirigeait l'entreprise familiale. Tricia était une professeure des écoles à la retraite, une vraie mère poule. Elle était gaga de ses 2 grands garçons. Kevin était un jeune homme plein de vie,
Il était un peu plus réservé que Bart, mais c'était un ami sincère qui aimait rigoler. Il étudiait à l'université, mais peinait à trouver sa voie. Son frère avait fréquenté un lycée privé et étudié à l'université d'État Sam Houston. Il se destinait à une carrière dans le droit pénal. Kent et Patricia étaient très impliqués dans l'église locale. Ils occupaient différents ministères et aidaient régulièrement les plus nécessiteux. C'était la famille de voisins idéale. Des gens avec qui on avait envie de passer du temps. Rien, a priori, qui puisse expliquer qu'on ait voulu les tuer. Mais en poussant leurs investigations sur la famille, un élément intrigue les enquêteurs. Nous avons remarqué que Bart ne figurait pas sur la liste des futurs diplômés de l'université Sam Houston, comme il l'avait raconté à sa famille. Nous avons donc passé quelques coups de fil, pensant à une simple erreur administrative. Mais on nous a répondu qu'en réalité, il ne fréquentait plus l'établissement. Pourtant, le soir du meurtre, toute la famille était réunie pour fêter le diplôme de Bart. Le jeune homme aurait-il menti à ses parents? Si oui, pourquoi? Il est de nouveau entendu pour s'expliquer. Quand nous l'avons interrogé, il nous a dit très clairement « Oui, c'est exact, je ne vais plus à la fac. » J'ai continué à raconter à mes parents que j'y allais car j'avais honte. Je me disais que cet échec allait beaucoup les décevoir. Le jeune homme a l'air soulagé d'avoir enfin révélé son secret. Et cette explication semble suffire aux enquêteurs. En attendant, ils n'ont pas plus d'informations qui leur permettraient de comprendre les raisons de ce double meurtre. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent, quelques jours après les faits, l'appel d'une femme. Elle a entendu parler de la fusillade et elle affirme savoir qui est le tueur. Selon ses déclarations, il s'agirait de l'ex-petit ami de sa fille, un certain Jack Lawlor. Et il aurait agi par jalousie. La fille avait récemment rompu avec Jack et elle fréquentait désormais Bart Whitaker. Ce dernier était apparemment très galant, très gentil, en parfait contraste avec son ex-petit ami qui était violent, agressif et qui l'avait probablement battu durant leur relation. Cette dame soupçonnait donc Lawlor d'avoir voulu se venger du nouveau petit ami de sa fille en le tuant ou en s'en prenant à sa famille. La jalousie peut faire de grosses bêtises. L'amour en général d'ailleurs. On retrouve régulièrement la jalousie comme point de départ d'un crime. C'est souvent l'élément déterminant, celui qui fait passer le meurtrier à l'acte. Alors les détectives décident de s'intéresser de près au jeune homme. Ils découvrent que c'est un petit dealer qui a la réputation d'être violent. Dans un accès de folie, ce Jack Lawlor aurait-il pu s'en prendre à Bart et à sa famille? C'est une hypothèse à creuser en tout cas. Les enquêteurs décident de le convoquer. On a interrogé Jack Lawlor et prélevé des échantillons d'ADN et d'odeurs corporelles. Ces échantillons sont envoyés au laboratoire pour les comparer à ceux retrouvés sur les lieux du crime. Voilà pourquoi on récupère tout ce qu'on peut le jour même. Une fois les échantillons stockés au laboratoire, nous avons l'ADN, les empreintes, les odeurs, tout ce qui permet de faire des recoupements ou d'innocenter les différents suspects interpellés. Si Jack Lawlor est le tueur, les enquêteurs devraient vite le savoir. Mais leurs espoirs sont rapidement douchés. Aucun ADN prélevé sur la scène de crime ne correspond à celui de Jack Lawlor. Il est écarté de la liste des suspects. Retour à la case départ pour les enquêteurs. Mais les mois passent et ils n'ont toujours aucune piste. C'est le genre d'affaire qui empêche les enquêteurs de dormir. C'est tellement frustrant, surtout quand la famille vous demande ce qu'il se passe, pourquoi rien n'avance, que faire? Le rythme effréné du début de l'enquête avait bien ralenti. Alors j'ai profité d'une soirée pour aller au bureau très tard et taper mon rapport sur le dossier sans être dérangé par les coups de fil et les questions. C'est alors que le policier reçoit un appel plutôt étonnant. Marshall a reçu un coup de fil des urgences qui lui ont dit « Il y a quelqu'un devant nos bureaux qui voudrait vous voir pour parler de l'affaire Whitaker. »
ce qui était plutôt étrange, puisqu'il était presque minuit. J'ai donc rencontré ce monsieur, un jeune homme du nom d'Adam Heap, qui avait à peu près le même âge que Bart. Je l'ai invité à me suivre jusqu'à mon bureau et je lui ai demandé ce qu'il avait à me dire. Il m'a répondu qu'il pensait savoir qui était derrière tout ça. Il m'a parlé de sa relation avec Bart. Ils étaient dans la même école et il était souvent venu chez lui. Il connaissait donc bien la famille. Assis face à l'enquêteur, Adam livre alors une information fracassante. Il m'a dit texto, je pense que Bart Whittaker est impliqué dans les meurtres de sa famille. Il m'a alors raconté que Bart avait mis au point un plan complexe et qu'il lui avait proposé, ainsi qu'à d'autres amis, de tuer sa famille. Ces révélations étaient très choquantes. Bart avait expliqué à Adam et ses amis qu'il toucherait un beau pactole des assurances une fois sa famille assassinée et qu'il partagerait le magot avec eux. Adam Heap a ensuite dessiné une carte de la maison des Whittaker en montrant où il était censé attendre le retour de la famille. Il avait reçu l'ordre de tirer à bout portant lors de leur entrée dans le salon, puis de tirer dans l'épaule de Bart pour que ce dernier soit au-dessus de tout soupçon. Il a dessiné la scène de crime exactement comme on l'avait trouvé le 10 décembre. Et il l'a fait avec une telle précision que je me suis dit qu'on tenait notre tireur. Selon Adam, le plan de Bart était finalement tombé à l'eau. Mais pour les enquêteurs, le jeune homme est désormais le suspect numéro 1. Et leurs soupçons se confirment quand ils apprennent qu'Adam, suite à son entretien avec le sergent, a fait appel à un avocat. Le fait qu'Adam ait pris un avocat m'a fait de plus en plus penser qu'il s'agissait bien du tueur. Car il n'y a que les gens qui craignent d'être accusés qui se rapprochent d'un avocat. Sinon, que cachait-il? Les enquêteurs ont plein de questions à poser au jeune homme. Mais conseillé par son avocat, il refuse désormais toutes les convocations. Pour l'instant, les détectives sont bloqués. Il change alors de stratégie et décide de s'intéresser à un autre jeune homme, Justin Peters. Car selon Adam, il pourrait aussi être mouillé dans le projet diabolique de Bart. Justin Peters avait terminé l'université et vivait désormais à San Antonio. Je l'ai appelé pour lui demander de venir nous voir. En l'interrogeant, j'ai eu la surprise d'apprendre que Bart avait mis au point un autre plan pour tuer ses parents. Cette fois, il avait fait appel à un autre étudiant de l'université Sam Houston, Will Anthony. Dans ce plan, Will Anthony devait être le tireur et Justin Peters le conducteur. Bart était censé arriver en premier pour emmener ses parents dîner. Pendant le repas, Will Anthony devait entrer dans la maison par la porte de derrière, que Bart aurait laissée ouverte, et attendre leur retour. Puis il devait leur tirer dessus à leur entrée dans le salon, comme cela s'est produit plus tard. Mais la porte que Bart devait laisser ouverte était verrouillée. Et Will avait dû entrer par une fenêtre. C'est alors que l'alarme s'était déclenchée. Selon Justin, le projet avait donc capoté. Interrogé à son tour, Will Anthony confirme en tout point. Adam, Justin et maintenant Will. Les trois jeunes hommes racontent donc le même scénario. Un plan diabolique destiné à éliminer la famille de Bart. Leurs déclarations concordent et correspondent aussi au déroulement des faits, la nuit du meurtre. Bart aurait-il donc mis son plan à exécution le 10 décembre avec ses amis? C'est maintenant l'hypothèse des enquêteurs. Coup de chance pour Adam Heap, nous avons pu rapidement le rayer de la liste des suspects, car les enregistrements fournis par son employeur confirmaient qu'il avait passé la soirée au travail.
Après avoir parlé à Justin, j'ai pu interroger Will Anthony. Les deux n'étaient pas en ville le 10 décembre et ont ainsi pu être innocentés. Adam, Justin et Will ont tous un alibi le soir du 10 décembre. Ils sont rayés de la liste des suspects. Reste Bart Whitaker, que tous désignent comme le cerveau du crime. Les enquêteurs décident d'auditionner ses proches pour en savoir plus sur le jeune homme. Les policiers ont découvert qu'il ne mentait pas seulement sur des petites choses, comme les notes aux examens. Toute sa vie était un mensonge, dans lequel il s'enfonçait un peu plus chaque jour. Les humains reproduisent souvent les mauvaises habitudes. Si Bart a menti à sa famille en leur disant qu'il fréquentait toujours l'université, sur quoi d'autre a-t-il menti? C'est maintenant la question qui hante les enquêteurs. Selon ses déclarations, il aurait tenté de neutraliser le tireur le soir du meurtre. Il ne serait donc pour rien dans la fusillade. Et si c'était un énième mensonge? Mais à ce stade, les enquêteurs n'ont aucune preuve contre lui. Nous possédions beaucoup d'infos anecdotiques, de témoignages indirects, mais nous n'avions aucune preuve tangible applicable à l'enquête en cours. Nous ne pouvions pas l'inculper pour ces meurtres, ce qui était très frustrant. Chaque policier vous confirmera qu'il est très frustrant de travailler sur une enquête complexe, de découvrir le coupable et de ne pas pouvoir l'inculper. Votre intuition et votre expérience vous disent que vous tenez votre homme. De nombreux éléments indirects le confirment, mais vous ne disposez pas des preuves matérielles suffisantes pour l'envoyer devant la justice. Il s'agit d'un crime qui vaut la peine de mort. Cet homme pourrait être exécuté pour un tel forfait. Et c'est un cas que j'ai déjà vu souvent. 13 fois en vérité. Je peux vous dire que lorsque l'on requiert la peine de mort, les jurés veulent des preuves très solides. Et nous étions loin de les avoir. Justin, Will et Adam ont été mis hors de cause. Alors, si Bart a bien fait assassiner ses parents et son frère, il a dû trouver d'autres complices. Des amis proches à qui il pouvait faire confiance. Pour les enquêteurs, c'est dans la vie de Bart qu'il faut chercher maintenant. Nous savions qu'il avait sa propre maison près du lac Conroe. Nous y sommes donc allés pour tenter de découvrir ses plus proches connaissances. Les détectives vont aussi enquêter sur le lieu de travail de Bart. Et en interrogeant ses collègues sur ses fréquentations, ils trouvent enfin ce qu'ils cherchaient. Deux noms revenaient à chaque fois, Stephen Champagne et Chris Brashear. Il est vite devenu évident que ces deux individus étaient ses plus proches amis. Nous avons appris que le golf avait été cambriolé. Quelqu'un était entré par effraction en pleine nuit et avait dérobé des bouteilles d'alcool. D'après les rumeurs, Bart et ses amis, Stephen et Chris, étaient les principaux suspects. Les détectives apprennent également que la veille du meurtre, Chris et Stephen ont fait la fête chez Bart et que le champagne a coulé à flot. Peut-être une manœuvre de la part du fils Whitaker. Bart voulait sans doute impliquer Chris et Stephen dans un premier crime pour pouvoir les forcer à l'aider. S'ils refusaient finalement de participer à son projet de meurtre, il avait de quoi les faire chanter. Chris Brashear et Stephen Champagne sont désormais dans le collimateur des enquêteurs. Ils sont convoqués au commissariat de Sugarland. Mais leur comportement fait douter les détectives. Non seulement ils ont répondu immédiatement à la convocation, mais ils nous ont également fourni des échantillons d'ADN sans sourciller. Ils n'ont pas du tout l'air inquiets. Et si ce n'était pas eux? Quand les résultats tombent, c'est encore une fois la déception pour les policiers. L'ADN de Stephen Champagne ne correspond à aucun échantillon retrouvé sur les lieux du crime. Il n'était donc pas présent chez les Whitaker le soir du double meurtre. Et un nouveau coup dur attend les enquêteurs. Ils apprennent que Bart Whitaker a disparu. Bart avait abandonné son véhicule dans un lotissement du sud-ouest de Houston. Et maintenant, que faire? Leur principal suspect s'est évaporé dans la nature. La dernière fois qu'il a été vu, c'est au restaurant où il travaille, à Houston. Immédiatement, ils se rendent sur les lieux.
On s'est dit que le restaurant serait un bon point de départ. Bart y avait peut-être parlé de ses projets. Nous avons interrogé tout le personnel, responsable compris. Et l'un des serveurs, Rudy Rios, a retenu notre attention. À son poignet, les enquêteurs remarquent une belle montre suisse, la même que celle de Bart, offerte par ses parents le soir des meurtres pour récompenser son diplôme. Questionné, Rudy a une explication. C'est Bart qui lui a vendu. Et cette réponse aiguise la curiosité des enquêteurs. Bart avait forcément besoin d'argent pour sa cavale, d'où cette vente, selon eux. Alors, Rudy a peut-être été mis dans la confidence. Mais le jeune homme l'assure, il ne sait pas où se trouve Bart. Les enquêteurs sentent pourtant qu'ils tiennent une piste. Au même moment, ils reçoivent une information qui va donner un coup d'accélérateur à leurs investigations. Le travail de la brigade canine dépêchée sur les lieux du crime a permis d'identifier une odeur, celle de Chris Brochier. On a retrouvé son odeur sur tous les objets touchés par le suspect. L'arme du crime, la couette, les têtes d'oreiller, les tiroirs, le coffre. Mais ce n'était pas une preuve suffisante pour obtenir un mandat d'arrêt. Les détectives tiennent enfin l'un des protagonistes de l'affaire. Pour obtenir plus d'éléments compromettants, ils déploient les grands moyens. Nous avons été autorisés à mettre sur écoute les portables de Steven et Chris. Nous avons également envoyé des assignations à comparaître à tout leur cercle d'amis. Le but, c'était de mettre un coup de pied dans la fourmilière, d'initier la conversation, de les entendre échanger sur les convocations, et bien sûr de les amener à parler avec leurs autres complices possibles. Et cette pression va payer. Steven prend peur et se présente spontanément au sergent Slott. Steven Champagne est venu me voir pour m'expliquer qu'il n'avait pas participé au crime, mais qu'il avait aidé Bart et Chris à détruire et cacher les preuves. Il nous a dessiné un croquis montrant l'endroit où ils avaient jeté les sacs contenant les preuves, dans le lac Conroe. Ce que Steven n'avait pas compris, c'est que même s'il n'avait pas pressé la détente, il était coupable. Au Texas, quelqu'un qui participe à la mise en œuvre d'un meurtre et qui aide à dissimuler les preuves est considéré comme tout aussi coupable que celui qui appuie sur la gâchette. Quand nous lui avons expliqué ceci, il a accepté de nous fournir des aveux complets. Il nous a expliqué que Bart lui avait proposé, ainsi qu'à Chris, de tuer Kent, Trisha et Kevin en revenant du restaurant. Chris devait ensuite tirer dans le bras de Bart pour détourner les soupçons et permettre au cerveau de l'opération de se faire passer pour une victime. Exactement le même scénario que celui décrit par Adam, Justin et Will quelques mois plus tôt. Les enquêteurs n'ont plus de doute. Bart est bien le cerveau de l'assassinat de sa mère et de son petit frère. Le tout maquillé en faux cambriolage. Steven raconte en effet que Chris, une fois dans la maison des Whittaker, a tout mis en scène. Il a ouvert les tiroirs de la chambre des parents pour faire croire à un cambriolage. Bart lui avait indiqué que l'arme serait en haut, dans le coffre. Il avait trouvé un pied de biche dans la maison, avait forcé le coffre et s'était emparé du revolver. Puis, selon le plan de Bart, Chris aurait attendu le retour des Whittaker. Sa mission était claire, tuer tout le monde, sauf Bart. Steven attendait Chris Brochier dans une voiture à quelques rues de là. Quelques minutes plus tard, ce dernier est apparu en se faufilant discrètement entre les maisons. Il est monté calmement dans le véhicule et Steven a démarré. Ils ont ensuite réuni tout ce qui pouvait constituer une preuve, l'ont mis dans des sacs et sont allés jeter le tout dans le lac Conroe. L'enquête vient de faire un grand pas en avant. Le sergent Slott a enfin des aveux. Selon Steven, Chris serait donc le tueur. Pour confirmer ses déclarations,
Il faut maintenant les aveux de Chris. Ils savent qu'il était sur les lieux du crime grâce à son odeur retrouvée dans la maison. Mais il leur faut la preuve que c'est bien lui qui a tiré. Les détectives décident de monter un stratagème. Comme nous écoutions tous les coups de fil passés ou reçus par Chris, nous avons fait circuler à son père l'information que son fils pourrait être le tueur recherché, pour le pousser à téléphoner à Chris. Et Dieu merci, ça a marché. Nous avons entendu le père de Brochir lui dire « Chris, la police sait que les preuves sont dans le lac. Tu as quelque chose à voir là-dedans ?» Après une longue pause, Chris a répondu oui. Nous avions déjà les aveux de Stephen Champagne. Nous avions désormais la preuve que Chris Brochir était le tireur, que Bart était le cerveau de l'opération et que les preuves étaient dans le lac. Près de 2 ans après le double meurtre, j'ai passé les menottes à Chris Brochir en plein centre-ville de Houston. Quand on est enquêteur, on ressent dans ces moments un sentiment de réussite incomparable. Reste une dernière étape pour consolider leur dossier d'accusation. Retrouver les preuves que Stephen et Chris ont jetées au fond du lac Conroe. Des plongeurs sont dépêchés sur le plan d'eau. Et après plusieurs tentatives, ils retrouvent les 2 sacs décrits par Stephen. C'est là qu'on comprend toute la compétence des enquêteurs Marshall Slott et Billy Bowe. 2 ans après les faits, ils ont réussi à retrouver au fond d'un lac le téléphone portable et le pied de biche utilisé par Chris pour forcer le coffre, marque de peinture à l'appui. Et son ADN a également été retrouvé sur une bouteille. C'est dans ces moments-là que je me dis que le destin offre toujours des coups de pouce aux bonnes personnes. Les enquêteurs tiennent maintenant les complices de Bart. Mais le principal suspect, lui, est toujours en fuite. Une récompense de $10 000 est promise à qui pourrait aider à le localiser. Nous avions mis le tireur et le conducteur sous les verrous, mais Bart restait introuvable. Et nous avions vraiment envie de le trouver. Nous avions besoin de le trouver, de boucler le dossier. Appâté par la récompense, un visage connu va vite refaire surface. Un jour, je reçois un coup de fil. Mon interlocuteur veut me donner des infos, mais il reste très évasif. Je lui demande son nom et il me répond qu'il s'appelle Mike Jones. L'individu a pourtant un fort accent espagnol, mais soit, c'est fréquent au Texas. Il me dit qu'il sait où se trouve Bart Whitaker. Nous allons donc à la rencontre de ce Mike Jones et nous apprenons bien vite qu'il s'appelle en réalité Rudy Rios. Il s'agissait en fait de l'homme que nous avions interrogé quelques mois auparavant à Houston au moment où Bart avait disparu. Cet homme, c'est celui qui avait intrigué les enquêteurs à l'époque car il portait la montre de Bart. Et comme il le soupçonnait, Rudy leur avoue où Bart se cache. C'est lui qui l'a conduit à la frontière mexicaine et qui lui a vendu sa propre identité pour $3 000. Bart vit désormais dans la famille de Rudy au Mexique. Nous avons obtenu un mandat d'arrêt international qui permettait aux policiers mexicains de l'arrêter et de le transférer aux États-Unis. Le 25 juillet 2005, Bart est interpellé dans un restaurant de Mexico. C'est le sergent Slott qui le ramène en personne jusqu'à Sugarland. Je lui ai dit, Bart, je veux savoir une chose. Comment as-tu réussi à persuader tant de gens de te suivre dans ces horreurs? On se regardait droit dans les yeux, dans le rétroviseur central. Et il m'a dit, je leur ai juste donné ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent, tout simplement. À l'issue de l'enquête, Bart, Chris et Stephen sont incarcérés en attendant leur procès. Au printemps 2007, Bart Whitaker est déclaré responsable de l'assassinat de sa mère et de son frère. Reconnu coupable de double homicide avec préméditation, il est condamné à mort. Chris Brochir, le tireur, est condamné à une peine de prison à vie assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Stephen Champagne, lui, écope de 15 ans.
En 2018, Kent Whitaker, le père de Bart, plaide en faveur de son fils. Et il va réussir à le sauver de la chaise électrique. In extremis, sa condamnation est commuée en peine de prison à vie, sans libération conditionnelle. J'ai appris que le gouverneur avait atténué la sentence environ 40 minutes avant l'exécution. J'aurais aimé savoir sur quelles informations s'est basé le gouverneur pour réduire sa peine et le faire échapper à la chaise. Mais j'imagine qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Les enquêteurs de Sugarland, eux, garderont longtemps le souvenir de cette incroyable affaire. Je suis toujours ému en repensant à ce premier coup de fil. C'est une véritable tragédie. Beaucoup de gens ont perdu des êtres chers. Trisha Whitaker était une fille, une sœur, une femme et une mère aimante. Quant à Kevin, c'était un jeune homme plein de vie qui avait l'avenir devant lui. Et son frère lui a volé. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.